Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc, je suis Vanina Marquier-Moreau, je suis la coordinatrice de effectivement l'unité périnatalité addiction qui administrativement s'inscrit dans le modèle des appartements de coordination thérapeutique. Alors je suis désolée, on aime beaucoup les acronymes dans le médico-social, donc on ne va pas déroger à la règle, on va continuer dans cette optique-là. Un grand merci à la Coréade et au CRAG de nous faire l'amitié, de pouvoir faire un petit retour d'expérience sur cette unité qui est toute nouvelle et qu'on m'avait permis de décrire il y a de ça 18 mois. Lorsque le projet ouvrait. Donc je suis très contente ici de pouvoir vous en dire un petit peu plus, 18 mois après. Il y a des choses qui ont avancé, on va voir ça ensemble. Alors, bon voilà. Donc voilà, je vais vous parler un tout petit peu, assez rapidement, de l'association La Case à laquelle j'appartiens. Donc c'est un ensemble d'établissements médico-sociaux qui comprennent un CARUD, un centre d'accueil et d'accompagnement pour la réduction des risques des usagers de drogue, un pôle transversal qui s'appelle le pôle renforcement des compétences, qui s'occupe un petit peu de promouvoir et de valoriser les vécus expérientiels des usagers, parce que c'est vrai qu'on s'occupe de personnes dont la société pense qu'elles sont en marge, mais néanmoins, elles ont des compétences qui sont assez extraordinaires pour un certain nombre de choses. Donc, dans une optique de rétablissement de la personne, il est important de pouvoir montrer, et lui montrer à elle-même d'abord qu'elle est pleine de ressources et pleine de compétences. On a aussi un dispositif qui s'appelle Poppy, qui s'occupe des personnes qui se prostituent, donc toujours selon les mêmes principes de la réduction des risques. Voilà, donc une équipe dédiée qui accompagne en accueil de jour et qui fait aussi des tournées, qui accompagne aussi les filles directement sur les lieux de prostitution pour répondre un petit peu à leurs besoins. Et un dispositif ACT, donc appartement de coordination thérapeutique, qui accueille des personnes extrêmement malades, qui ont la particularité d'être usagères de drogue, parce que culturellement, la case fille de médecins du monde s'occupe de réduction des risques à destination des usagers de drogue, et plus dernièrement des prostituées. Donc voilà, donc les ACT proposent de la coordination médico-psychosociale et un soutien par l'hébergement à des personnes dont la situation extrêmement précaire et l'absence de logement est un frein énorme à la mise en place de traitements. Dans le cadre de l'unité périnatalité addiction, bien évidemment, on ne considère pas la grossesse comme une maladie. Néanmoins, c'est le modèle qui a été retenu parce qu'il est bien évident que c'est une période de vulnérabilité. On le conçoit tout à fait qu'en étant à la rue et enceinte, il est très important de pouvoir avoir un focus et une attention toute particulière pour ces femmes. Donc voilà, l'objectif de la case, de l'ensemble des établissements, c'est donc l'accès aux soins et aux droits fondamentaux pour les personnes ayant une problématique d'addiction ou à risque infectieux et travaillant selon les principes de la réduction des risques. Donc je ne vais pas reprendre les principes de la réduction des risques parce qu'ils ont été très bien développés ce matin par Madame Errand. Je vous remercie pour la clarté de votre présentation. Donc, une petite aparté quand même. Je sais que là, on est réunis autour de la question de la grossesse, donc je vous remercie de me prêter cette tribune-là. Néanmoins, pour faire un petit pas de côté, il est quand même un petit peu désolant que la situation des femmes à la rue ne soit étudiée par tout un lot d'acteurs qu'à travers le prisme de la maternité. C'est finalement une catégorie de personnes auxquelles on s'intéresse très peu et qui présentent pourtant bien des vulnérabilités. Donc les vulnérabilités des femmes qui sont à la rue, elles sont évidentes, hein, pas besoin de faire Sciences Po. Elles sont moins visibles que les hommes, elles sont pourtant plus soumises aux violences, y compris des personnes qui les accompagnent parfois. La violence des hommes, mais pas seulement, la violence du monde de la rue, les trajectoires d'errance multiples, les polyconsommations, et puis la très très grande précarité économique qui les pousse parfois pour vivre
et pour consommer, parce que c'est le corpus de personnes auxquelles on s'intéresse aujourd'hui, à avoir recours à des pratiques qui sont des conduites à risque incommensurables. Donc, bien évidemment, ces situations, elles sont majorées pendant la grossesse, parce que une femme à la rue est quelqu'un de vulnérable, une femme enceinte à la rue est quelqu'un d'extrêmement vulnérable. Ce sont des femmes qui se tiennent le plus souvent très éloignées des radars médico-sociaux, parce qu'elles vivent dans une... dans des... Pardon. Désolée. Elles ont intériorisé une forme de honte qui accompagne les consommations et leur état, c'est-à-dire que, on en parle depuis ce matin, la question des consommations pendant le temps de la grossesse, c'est quelque chose qui est... pour la population générale et pour nous en tant que professionnels, on y vient peu à peu. C'est quelque chose sur lequel on ne porte pas forcément un regard très positif, même si les gens changent de regard et je pense que votre présence en témoigne aujourd'hui et l'existence même du CRAG et de la Coréade plaide en faveur de tout ça. Néanmoins, c'est vrai que c'est des femmes qui sont très peu visibles, qui sont très éloignées du soin, parce que, bien évidemment, elles redoutent aussi les répercussions que pourrait avoir le fait d'entrer dans un certain nombre de radars, que ce soit l'ASE pour leur enfant, et puis bien sûr, toute la surveillance médicale avec les risques que ça comporte. Ensuite, quand on parle de grossesse et de consommation, on constate qu'il y a peu de dispositifs qui sont adaptés à ces situations. Alors, il y en a très très peu en France, je ne m'aventurerai pas à vous proposer un nombre, mais je sais qu'il en existe assez peu. La plupart du temps, ils sont regroupés sous la forme de XAPA, c'est-à-dire que ce sont des lieux où on va essayer, pendant un temps donné, qui est le temps privilégié de la grossesse, de mettre les consommations à distance, en mettant la femme un petit peu au vert dans des environnements qui sont extrêmement protégés. Donc pour essayer d'atteindre cet objectif qui est de zéro consommation, tabac et le reste. Du côté, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais du côté de l'unité périnatalité addiction, on a fait un choix un petit peu différent, qui n'est pas antagoniste, qui est simplement une offre de soins différente. C'est-à-dire qu'on installe les femmes non pas dans des environnements protégés où elles ne seraient pas tentées, mais on a fait le pari de les installer au milieu de la cité, en fait dans des appartements où elles sont totalement autonomes, où elles peuvent aller et venir sans surveillance, et à partir duquel elles peuvent avoir accès à un ensemble de soins. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Ensuite, on va parler un petit peu de la genèse du projet, mais c'est vrai que le dernier point parle d'ores et déjà de ce qui a fait que cette unité est apparue. Il y a eu des remontées, un certain nombre de remontées problématiques des maternités qui faisaient état de maternités qui étaient malheureusement embolisées, le terme n'est pas très joli, mais par des femmes qui étaient venues en maternité pour accoucher et qui se retrouvaient en fin de séjour à devoir quitter la maternité et qui étaient sans solution d'hébergement à la sortie. Donc c'était des situations qui étaient extrêmement problématiques. Et en y regardant d'un petit peu plus près, on a vraiment établi deux profils assez spécifiques. Le premier profil très important, c'était les femmes en situation de trajectoire migratoire. Donc ce qui est encore une autre culture et une autre compétence que on n'a pas choisi de se positionner sur ce profil de femmes, parce que chacun sa culture professionnelle. Mais l'autre, vous me voyez venir, l'autre profil qui était très représenté dans ces femmes, c'était les femmes extrêmement précaires, marginalisées, parfois usagères de drogue, polyconsommatrices et vivantes à la rue. Donc tout ça pour vous dire que cette unité, elle est le fruit d'un travail de partenariat très étroit avec l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, Marie-Laure Béja, Stéphane Dufort, Caroline Marchal, qu'on remercie beaucoup, le regretté Xavier Bélévert aussi, qui ont été des personnes qui ont été d'un très grand apport pendant l'écriture de ce projet et la co-concertation autour des besoins qui étaient exprimés. Et donc, a découlé sur la création de 8 places expérimentales d'appartements de coordination thérapeutique avec donc une focale addiction périnatalité.
Donc il s'agit de coordination de parcours de soins, c'est-à-dire qu'une équipe pluridisciplinaire va essayer d'être le pivot entre la femme très en difficulté, hein, donc je ne vous refais pas le tableau, on y viendra un petit peu après. J'ai essayé de vous faire une petite typologie des femmes que nous recevons. Voilà, donc l'équipe pluridisciplinaire des professionnels du champ sanitaire et du champ social se relaie auprès de ces patientes pour permettre un accès aux soins global, donc suivi de grossesse, suivi psychiatrique, suivi addictologique, suivi pédiatrique, suivi médical et gynécologique et suivi social administratif. Bien évidemment, cette petite équipe socle n'est rien sans l'apport extrêmement précieux de tout le réseau, de tout le maillage territorial sur lequel on s'appuie, parce que nous n'avions qu'une petite expérience en réduction des risques et en addictologie. Et bien évidemment, quand il s'est agi de développer cette unité périnatalité addiction, on a d'abord été un petit peu effrayés parce que le monde de la périnatalité nous était complètement inconnu. Donc d'emblée, il a été vraiment très important pour nous de pouvoir nous entourer des professionnels les plus compétents en la matière. Donc bien évidemment les MAP, bien évidemment la psychiatrie périnatale, l'UNIVA du professeur Anne-Laure Sutter, professeur Henri Comble, le pôle addictologie, bien évidemment la PMI, sans oublier la maternité, sans oublier les pédiatres, la néonate, enfin bon voilà, tout un lot de professionnels sans lesquels l'équipe serait bien démunie pour prendre en charge ces suivis qui sont extrêmement complexes et qui sont, je le rappelle encore, quand elles nous arrivent extrêmement loin du soin et qui sont loin d'avoir intériorisé tous ces schémas de prise en charge. Voilà, donc bien évidemment, la coordination, cette coordination médico-sociale, elle est censée permettre, in fine, à l'usagère, à la femme, d'intérioriser ces schémas. Alors, c'est en théorie ce qu'on espère et ce pourquoi on œuvre au quotidien. Néanmoins, il faut encore une fois garder à l'idée le profil de ces personnes, la très grande vulnérabilité qui est la leur quand elles nous arrivent, les carences parfois psychosociales, éducatives, économiques qui sont les leurs quand elles nous arrivent. Et c'est vrai que malheureusement, on a pu l'observer depuis 18 mois maintenant que nous travaillons avec ces femmes. Elles sont pour la plupart dans des situations qui nous semblent paroxystiques en termes de misère, en termes de... Voilà, elles sont très loin. Donc c'est vrai que notre modeste apport, encore une fois et en toute humilité, vise à permettre un mieux et à permettre d'ouvrir une petite fenêtre sur l'espoir, parce que ce sont des femmes qui, sans l'accès peut-être à cette coordination et par le logement, n'auraient pas la moindre chance de pouvoir faire l'expérimentation de la maternité dans des conditions sereines. Donc voilà, donc on ouvre une petite fenêtre sur l'espoir en essayant de voir avec ces femmes s'il y a un possible, décidément, pardon, je m'éloigne, s'il y a un possible et s'il y a quelque chose qui pourrait est transposable sur la période de grossesse et sur l'après, parce que bien évidemment, pour ce qui est du temps de la grossesse, c'est un moment qui est relativement court si on s'inscrit de façon un petit peu lointaine. Nous, c'est vrai qu'en termes d'accompagnement, je parle de l'association La Case, à travers tous ces établissements, on a vocation à accompagner les femmes sur du long cours, c'est-à-dire que on en reparlera, mais on a certaines patientes qui sont à l'UPA, qu'on connaît depuis 20 ans, pour l'une d'entre elles, et je pense qu'on continuera à l'accompagner au-delà de cette période de grossesse. Et puis voilà, bon, bien sûr, centraliser les informations et faire du lien. Il y a cette idée de pivot en fait entre la femme et l'ensemble des partenaires qui gravitent autour d'elle, parce que bien évidemment, pour la population générale, mener à bien une grossesse en allant à l'ensemble des rendez-vous, etc., ça peut être quelque chose d'un petit peu
compliqué. A fortiori, quand il y a beaucoup de professionnels qui se penchent sur ces situations, de cultures différentes, de disciplines différentes, il faut pouvoir aussi être là pour expliciter un peu aux femmes dans quel type de schéma de soins et de schéma social elles s'engagent. Donc, la deuxième composante de cet accompagnement, c'est bien sûr la stabilisation par l'hébergement. Donc, on met à leur disposition un studio qui est totalement équipé pour recevoir une femme enceinte et qui le sera pour recevoir l'enfant qui naîtra. C'est un studio, je pense que peut-être avant d'avoir la question, je vais mettre les pieds dans le plat et la position du papa dans tout ça. Il y a un choix qui a été fait par l'association La Case. 18 mois après, je ne peux pas vous certifier que ce choix était le bon, mais je peux vous expliquer pourquoi il n'était pas totalement mauvais non plus. Quand on s'occupe de femmes usagères de drogue, il y a bien évidemment des enjeux qui nous échappent dans les schémas de vie qu'elles rencontrent et dans ce qui les agisse au quotidien. Et c'est vrai que dans ce qui leur arrive au quotidien, bien évidemment, elles sont enceintes, donc forcément à un moment, il y a un homme qui a traversé cette histoire-là. Néanmoins, ce qu'on a pu constater, c'est que l'homme n'est pas forcément toujours une présence bienveillante et que, en termes d'usage de drogue et de prostitution, on ne pouvait pas faire l'impasse sur la question d'éventuels dealers, d'éventuels proxénètes qui sont parfois très très en proximité des femmes. Donc la question de la sécurité nous a paru primée. Ensuite, pour parler de la question des pères ou des hommes en tout cas qui sont auprès de ces femmes, bien évidemment, quand il y a un homme qui est présent et qui souhaite s'inscrire dans la parentalité, qu'il soit le géniteur biologique ou pas, il ne nous appartient pas de l'écarter. Donc le papa ou la personne qui fera office de père peut être là en journée, on peut l'associer au rendez-vous, néanmoins on a pris le parti de ne pas héberger les pères. L'appartement, c'est le lieu du soin, c'est le lieu à partir duquel on espère aborder une trajectoire de rétablissement, donc c'est-à-dire que la femme puisse faire l'expérience, encore une fois, de la maternité et de cette grossesse dans les conditions les plus sécures et les plus sereines possibles. Donc il est nécessaire que ce lieu soit le lieu le plus serein, le plus apaisé possible. Ce qui nous a conduit en cours de projet à demander la présence, la nuit en tout cas, d'un veilleur de nuit, parce que dans un premier temps, on n'avait pas forcément, on l'avait demandé, mais dans un premier temps, ça n'avait pas forcément été accepté parce que ça coûte énormément d'argent et c'est pas forcément. Le concept n'avait pas été retenu. Il nous est apparu par la suite très clair, je vais y revenir, que la présence d'un veilleur de nuit pour sécuriser le lieu est absolument indispensable et que ça participe aussi de la sérénité générale. Il vous reste 2 minutes. Il reste 2 minutes ? 2 minutes. Bon, alors je vais aller très très vite. Donc voilà, quelques photos des appartements que nous mettons à disposition. Donc la coordination de soins auprès de la femme enceinte usagère. Donc comme l'ont dit les collègues de l'ELSA qui sont intervenus, la grossesse chez une consommatrice est une grossesse bien évidemment qui est à risque, qui l'inscrit de facto dans un accompagnement complexe. Donc l'important c'est de pouvoir proposer par l'équipe et par l'ensemble des partenaires réunis autour des situations un étayage au plus près des besoins. Nous suivons les principes de la réduction des risques, donc je partage totalement ce qu'a dit Eliane Errand tout à l'heure. Il ne s'agit pas de banaliser les pratiques, mais simplement dans une approche pragmatique, de pouvoir hiérarchiser un petit peu les pratiques en termes de dommages.
Donc notre objectif, la permanence du lien avec la femme dans la prise en compte de toutes ces vulnérabilités, donc sans oublier ces vulnérabilités intrinsèques et qui n'ont rien à voir avec la grossesse, c'est-à-dire que la femme était déjà vulnérable avant d'être enceinte, le plus souvent, et donc il ne s'agit pas d'occulter, même si on est dans une observation qui est liée à la périnatalité, il ne s'agit pas d'occulter ces vulnérabilités propres. Ensuite, la coordination auprès de la mère usagère et de son enfant. L'idée, c'est de l'aider à faire face à l'arrivée d'un enfant dans un contexte extrêmement spécifique, de lui permettre, par l'apport d'un certain nombre d'étayages, de monter en compétence dans cette dimension parentale. Et à notre échelle, pour l'équipe de la CASE, mais aussi pour l'ensemble des partenaires, de participer à l'observation du lien mère-enfant et d'en rendre compte aux services compétents. Donc, en termes de retour d'expérience, juste de la théorie à la pratique, quels sont les grands enjeux qu'on a rencontrés durant ces 18 mois ? Bien évidemment, le premier, c'est l'ouverture en contexte de Covid, c'est-à-dire que forcément, la période n'était pas propice. On a souffert d'un déficit de repérage par les professionnels en place parce que, bien évidemment, c'est une unité expérimentale et que les professionnels ne nous ont pas tout de suite repérés, ce qui est bien normal. Ensuite, il y a des établissements associatifs qui fonctionnaient en système dégradé, donc qui n'étaient pas forcément sur place, donc voilà, donc c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué, la période a été très compliquée. Le deuxième enjeu qui est très important, c'est de pouvoir co-construire des partenariats opérationnels efficients, c'est-à-dire que on met en relation des partenaires qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Donc il y a une période d'acculturation aux pratiques des uns des autres et bien comprendre les enjeux et les limites des interventions des uns et des autres. Et bien évidemment d'adapter l'offre de soins aux situations rencontrées. Donc comme je vous disais, il y a eu un certain nombre d'adaptations qui ont pu être faites. Donc un veilleur de nuit par exemple. Donc adaptation en termes de sécurité, des accompagnements, on a mis en place une permanence sur place tous les jeudis après-midi, donc d'un pack de soins, d'un binôme médico-social pour permettre aux personnes de pouvoir avoir recours sans avoir besoin de se déplacer trop loin. Et puis bien sûr des questionnements un petit peu permanent sur la question des postures, parce que bien évidemment, on a tous des postures qui nous habitent quand on commence ce type d'intervention. Et voilà, il est important de pouvoir faire évoluer ces postures. Donc, juste un petit focus sur les femmes que nous accueillons pour que vous puissiez bien vous rendre compte des profils. Donc sur 8 situations, 7 sur 8 n'ont pas de suivi régulier de leur grossesse. En termes d'usage, on a 4 usagères sur 8 qui consomment du cannabis, 6 sur 8 qui consomment de la cocaïne, 3 sur 6 en fumée, 2 sur 6 en injecté et 1 sur 6 en sniffé. Et 3 sur 8 qui sont consommatrices d'alcool. Donc pour l'ensemble, on peut dire que ce sont des polyconsommatrices. En termes de situation administrative, ce sont des femmes qui sont très précaires. Administrativement également, 5 sur 8 qui n'ont pas de carte d'identité à l'entrée, 2 sur 8 qui n'ont pas de droit de santé ouvert à l'entrée et 1 sur 8 qui est en situation irrégulière. Le logement, 5 sur 8 qui vivent à la rue ou en squat, 3 sur 8, donc les dernières, les autres qui sont contraintes de quitter leur logement et pour les 3 sur 3 dans un contexte de violence conjugale. Mais en plus, donc 5 sur 8 qui ont déjà un enfant, et à chaque fois les enfants sont placés, 5 sur 8 qui souffrent de comorbidité psychiatrique, 8 sur 8 qui ont subi des violences, dont sexuelles, et 4 sur 8 qui ont ou ont eu recours à la prostitution. Donc pour finir, un petit bilan chiffré, première entrée de notre première patiente le 5 février 2020, 8 femmes ont intégré l'UPA, donc 9 aujourd'hui parce que voilà, j'ai pas actualisé, mais voilà, une de plus. Donc 8 enceintes, une avec son enfant, 3 y ont vécu avec leur enfant, 4 femmes ont quitté le dispositif, 3 orientations en foyer maternel, plus une en cours, 2 OPP, donc 2 ordonnances provisoires de placement, une au réseau mère-enfant avec la maman et une sans la maman où l'enfant est parti en MEX. Une sortie sur un logement autonome quand même, et malheureusement un enfant décédé, pardon, il y a une erreur, l'enfant n'est pas décédé à la maternité, mais en néonate.
Voilà, donc pour conclure, des femmes qui sont dans des carences et dans des vulnérabilités extrêmement importantes, dont la situation nous engage à poursuivre des efforts constants et à nous améliorer constamment, à remettre sans cesse en doute ce qu'on met en place et à adapter sans cesse. Parfois, contre toute attente, quand même, malgré les situations extrêmement compliquées qu'on rencontre, il y a des trajectoires qui connaissent des évolutions favorables. Alors, bien évidemment, au regard des situations des femmes à l'entrée, il faut pouvoir se contenter, malheureusement, compte tenu des situations de petites avancées. Bien évidemment, rappeler avec une très grande humilité que les tâtonnements et les errements sont le lot de toute unité expérimentale, et que nous attendons la confirmation de la pérennisation de notre unité. Voilà, donc savoir si on va pouvoir continuer cette belle aventure dans le temps. Merci pour tout. Merci beaucoup.